Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Franchement, ne manque-t-on pas d'ambition dans ce pays ? Je suis Olivier Mouton, journaliste à Trends Tendance. Je suis avec mon confrère Baptiste Lambert. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivier. Alors ensemble, on mène le combat francophone pour les podcasts de Trends Tendance. En l'occurrence, on va parler de ce thème, le manque d'ambition, singulièrement en Belgique, mais aussi du côté francophone. Alors Baptiste, tu sais où se jouent les matchs des Diables Rouges, hein ? Ils viennent de reprendre la campagne qualificative pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis & Co. Et c'est quand même assez dingue parce qu'ils vont jouer dans le stade d'Anderlecht, de Gand et puis de Sclessin au Standard. Oui, c'est ça. C'est fou, non ? Disons que pour moi, ça part d'une intention positive, en tout cas à la base, c'est d'aller rencontrer le public pour les plus petits matchs. Voilà. Après, il y a déjà un premier couac, c'est Sclessin, donc à Liège, où Willy Demeyer, bourgmestre socialiste, a marqué son refus, en tout cas pour le moment. Alors, comme explication, il a avancé les coûts pour la police en matière de sécurité. Et là, ça en revient à un débat qui nous concerne éminemment politique. C'est tout ce qui entoure les communes et les coûts qu'il peut y avoir importants de par les réformes de la coalition wallonne MR engagée, mais aussi fédérale. Alors on en a beaucoup parlé, de la limitation des allocations de chômage dans le temps, mais aussi la réforme fiscale, il y a une partie de l'IPP qui est portée par les communes, qui revient aux communes, et là elles sont touchées. Alors Willy Demeyer a dit « Ah, très bien, vous voulez organiser un match à Sclessin ? Oui, mais ma ville, moi, elle est sous tutelle de la région. » Parce que pour recevoir l'argent des banques, notamment, et ils doivent passer par la région wallonne, qui a mis une série de mesures de réduction de dépenses budgétaires, et donc évidemment... bourgmestre socialiste, il joue avec ça pour... Oui, mais là où je voulais en venir quand je te disais c'est dingue, c'est que on n'a même pas un stade national susceptible d'accueillir les Diables Rouges. Je dirais même plus, normalement ça devrait être le stade Roi-Baudouin sur le plateau du Heysel, et on ne l'utilise plus. D'ailleurs, c'est le Philippe Claus, bourgmestre, socialiste aussi d'ailleurs de Bruxelles-Ville, qui disait c'est un stade où on met beaucoup d'argent, on est seul à investir là-dedans. Si l'Union belge ne souhaite plus jouer au stade Roi-Baudouin, elle doit nous le dire. Donc ça, c'est quand même incroyable. Donc on a un stade qui est censé être le stade pour accueillir les Diables Rouges et le Memorial Van Damme, et il n'y a aucun match qui s'y joue. Et ça me rappelle évidemment la saga du stade national, parce que quand je dis manque-t-on d'ambition dans ce pays, rappelle-toi qu'il avait été question pour l'Euro 2020 d'accueillir le match d'ouverture dans la capitale de l'Europe, c'est quand même pas rien, dans un nouveau stade national qui devait être construit. Il n'a jamais vu le jour, on n'en parle plus. Pourquoi ? Question communautaire, permis d'environnement qui n'a pas été accordé, des clubs qui se faisaient tirer pour aller y jouer ou pas. Et au bout du compte, ça montre bien qu'avoir une ambition dans ce pays... C'est compliqué, surtout au niveau national et fédéral, mais ça se retrouve aussi dans d'autres dossiers. On peut le voir, manque d'ambition... Là, il y a vraiment un exemple assez typique, encore une fois au niveau fédéral, donc national, c'est le 2030, bicentenaire de la Belgique. Donc la précédente coalition, ils avaient mis un énorme budget pour rénover le cinquantenaire, donc vraiment un monument imposant et assez emblématique quand même de la Belgique. De cette enveloppe, d'après les dernières informations qu'on a, il y avait 160 millions qui étaient prévus, maintenant il n'y en a plus que 26 qui sont financés sous cette législature. On est avec un gouvernement qui est quand même dominé par la NVA. C'est des nationalistes qui n'ont peut-être pas intérêt à ce que ce soit le cas. C'est là que j'allais en venir. Bon, déjà, il n'y a pas de grandes ambitions nationales dans ce pays, on le sait pourquoi historiquement, voilà. Mais en plus, quand on a un parti éminemment nationaliste qui arrive au pouvoir et aux responsabilités, évidemment, ils ne vont pas pousser pour célébrer en grande pompe les 200 ans de la Belgique. Alors tu sais qu'on avait commencé ce podcast au tout début en singeant la campagne du PS qui remonte à 1992. Dormeur, réveille-toi. Et c'est vrai que du côté francophone, parfois le dormeur, il faut le réveiller et c'est pas évident. Et j'en veux pour preuve plusieurs cas, mais j'ai envie de commencer par un qui est quand même un peu fou, c'est le cas de le dire. Tu te rappelles qu'il était question que en Wallonie s'implante le Puy du Fou. Alors le Puy du Fou, c'est un parc d'attractions un peu réac sans doute dans la manière dont il présente les choses, mais qui fonctionne très très bien en France, de manière assez spectaculaire. Et chez nous,
il était question qu'ils s'installent. On a parlé notamment de lac de l'Odeur. En tout cas, il y a eu tout un débat là-dessus. Et puis, au bout du compte, comme toujours, ça a fait pchit. Et pourquoi ça a fait pchit ? Parce que, notamment, il y a eu une pétition qui a vu le jour pour dénoncer le projet en disant que c'était un risque de réarmement de l'extrême droite. Je précise quand même, c'est important, qu'on parle de 300 millions d'investissements et de quelques 700 emplois. On est quand même dans une région qui pleure après ça. Alors, loin de moi l'idée de défendre des idées réac, mais avoue que c'est quand même un peu dingue, non ? Oui, mais sur ce projet-là, mon cœur balance, parce que c'est vrai que d'abord, il est vrai que ce parc à thème prend certaines libertés avec la réalité historique, bon, ça c'est un fait, mais d'un autre côté, comme tu le disais, c'est un des parcs qui fonctionne le mieux en France, 3 millions de visiteurs par an, 5000 emplois indirects là-bas, parce qu'il y a tous les emplois directs que tu cites là, mais il y a tous les emplois indirects pour faire vivre une région, en plus, oui, bon, c'était dans la région peut-être du lac de l'Odeur, qui a bien besoin d'emplois. Moi, ça me fait penser que pour chaque projet ambitieux, en fait, il y a toujours une armée de contestataires qui sont là pour dire ce qui est bien, ce qui est mal. Et ça, c'est singulièrement quand même wallon et bruxellois, où il y a toujours... Voilà, on dit comment est-ce qu'il faut faire les choses. C'est trop réac, c'est trop... Voilà, ça c'est un premier point. Mais à ce rythme-là, on n'aurait plus la FN à Herstal parce que vendre des armes, c'est quand même pas bien. On n'aurait plus les aéroports parce que l'avion, ça pollue quand même. Alors on arrête tout, je veux dire. Oui, après, il est clair qu'en tout cas sous les précédentes législatures, avant que la guerre ne se réimpose en Ukraine et que maintenant, soudainement, la défense devienne un secteur plus ou moins accepté, voire même carrément à la mode. À la mode. On était clairement en recul par rapport aux licences d'armes qu'on donnait. Les gouvernements d'Irupo et tout ça ont beaucoup reculé sur cette thématique. Et j'ai envie de citer aussi autre chose, mais plus au niveau de chacun d'entre nous, les citoyens, c'est le phénomène NIMBY. Et ça, not in my backyard. Donc c'est vraiment tous les grands projets. Ok, on peut en faire, mais pas chez moi. Dans un autre registre, parce que c'est important, c'est la boucle du Hainaut. La boucle du Hainaut, elle doit voir le jour pour permettre notamment d'amener tout l'électricité qui vient de l'éolien offshore, de la mer du Nord, qui est une grande centrale, gros projet, etc. Et le chaînon manquant pour amener l'électricité, c'est tout le monde s'y oppose. C'est cette boucle du Hainaut, oui, voilà. Alors, bien sûr, il y a des torts, il y a des raisons, certains citoyens ont raison de ne pas vouloir avoir une ligne de tension à 10 mètres au-dessus de leur toit. Mais ce phénomène, donc NIMBY, est quand même assez récurrent en Wallonie et à Bruxelles, avec une pluie de recours. Tu as cité la boucle du Hainaut, mais il y a aussi le RER, tout ce qui est projet éolien, on sait que c'est de plus en plus compliqué. Et ça participe quand même à ce débat qu'on a depuis le début, là, de ce manque d'ambition pour des projets importants. Alors, il y avait un autre cas en Wallonie dont on a beaucoup parlé, qui concerne un site qui est quand même emblématique. C'est le site de Caterpillar. Alors, quand Caterpillar a fermé ses portes, on s'est dit on va en faire un formidable symbole du renouveau wallon. Le symbole du renouveau wallon, il a quand même un peu du mal à décoller, quoi. Je dis pas qu'on n'essaye pas de faire des choses, mais il y avait eu cet exemple de Legoland, le fameux, là aussi, parc de loisirs un peu emblématique, etc. Alors, il y a eu des raisons de réorientation de la multinationale elle-même qui a fait que finalement, ils se sont pas implantés là. Mais c'était quand même toujours les mêmes discours, quoi, de dire oui, mais est-ce qu'on doit quand même faire venir un projet qui n'est peut-être pas pleinement dans la dynamique wallonne, il n'y a pas un risque, etc. Et donc, au bout du compte, on a quand même tendance à effrayer les investisseurs avant même qu'ils n'arrivent, quoi. Je dis pas que c'est ça qui a justifié la décision de la multinationale, mais on n'a quand même pas fait de grands efforts pour les accueillir à bras ouverts. Oui, mais là, j'en ai vraiment discuté très récemment avec Thomas Dermine, donc l'actuel bourgmestre de Charleroi, mais qui était aussi l'initiateur du projet, en tout cas la tête de pont. Et qu'est-ce qu'il me disait, c'est que Legoland, ça avait vraiment, vraiment failli se faire. Il y a eu un changement de CEO, c'est vrai, au niveau international, comme tu le disais, qui a fait changer la stratégie et le parc s'est implanté autre part. Alors, pour le site de Caterpillar, les toutes dernières informations, en plus, ça va se passer bientôt, c'est que le site, en fait, il a été divisé en 3.
il y a une partie qui va vers le secteur de la logistique, et là, il y a 5 promoteurs, acteurs flamands de la logistique qui ont déposé des dossiers, et la décision devrait être prise là au mois de septembre, normalement. Il y a une partie qui sera toujours réservée normalement à secteur loisirs. Apparemment, c'est un secteur quand même qui se porte bien, avec une croissance régulière. Et donc là, on parle peut-être du parc Spirou, qui existe en Provence pour le moment, et évidemment qui irait très bien avec l'histoire de Charleroi. On se demande son lieu de d'ailleurs, naissance. voilà, on se demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il n'est pas là et en Provence. Et puis il y aura une toute petite partie qui est pour des bureaux, pour étendre le secteur pharma et de la biotech. On sait qu'ils sont aussi implantés dans la région de Charleroi. Et on va pas construire des drones et des armes, là? En tout cas, ça avait été évoqué, c'est vrai, et on en avait parlé. Et d'ailleurs, Thomas Dermine a été voir le ministre de la Défense, Theo Franken. Ça n'a pas été plus loin. On sentait que c'était une espèce de ballon d'essai politique. On parlait du site de Caterpillar, on parlait aussi du site d'Audi. Audi Bruxelles, qui est quand même un autre J'ai endroit entendu emblématique, où on va quand même devoir aussi trouver de l'ambition pour le moment. Bon, évidemment, à Bruxelles, on n'est pas aidé forcément vu la lenteur de ce qui s'y passe, mais là aussi, on cherche ambition désespérément, j'allais dire. Oui, alors, je n'ai pas d'informations plus précises que ça, mais apparemment, du côté d'Audi, les choses sembleraient bouger un peu plus en faveur d'un site qui serait alloué à la défense, mais ça, c'est encore à confirmer, bien sûr. Bruxelles, on le sait, région pour le moment complètement bloquée en raison des négociations politiques qui s'enlisent. On verra où ça aboutira, mais voilà. Alors, j'ai envie de prendre un exemple contrasté, parce que on a cité quelques exemples d'ailleurs qui faisaient pencher nos cœurs dans un sens ou dans un autre, comme le Puy du Fou par exemple. Mais il y a eu de l'ambition en Belgique et en Wallonie singulièrement pour 2 bâtiments qui sont spectaculaires, 2 gares. À Liège et à... Oui, ça fait rigoler, mais... Ça, on peut le dire. Ouais, mais à Liège et à Mons, du fameux architecte Calatrava. Alors, évidemment, ça coûte une blinde. On s'est quand même retrouvé avec autour d'un demi-milliard d'euros dans les 2 cas. Il y en a un peu plus élevé que l'autre, mais on est quand même dans des chiffres... Oui, chacune, pardon. Voilà, et qui ont surtout dérapé. C'est-à-dire que par rapport aux prévisions initiales, comme souvent les chantiers de cette envergure-là, ça s'envole. Et donc ça a été fort critiqué. En même temps, c'est quand même certains ont dit notamment à Mons que ça faisait un peu le joujou d'Elio Di Rupo, qui lui a toujours défendu qu'il n'avait rien à voir avec ça, quand même un peu, mais c'est vrai que c'est des endroits emblématiques, et là où je dis il y a un contraste, c'est que à la fois c'est des gestes forts qui posent une ville, et en même temps on se demande si cet argent était bien le mieux consacré à ce genre de gadget, j'allais dire, même si la mobilité est importante, mais donc je sais pas, comment tu vois ça toi? Plusieurs choses. D'abord, c'est vrai que la SNCB, à la base, ce sont des projets, on va dire, fédéraux. Bon, on ne va pas nous dire qu'à Liège et à Mons singulièrement, on n'avait pas aussi des ambitions et des envies d'avoir une très belle gare. Ça me fait penser que oui, dès qu'il y a des projets ambitieux de cette envergure-là, on n'en est même pas fier parce qu'il y a toutes les polémiques qui les accompagnent. Il y a raison, sans doute. Et ça manque en fait de stratégie, j'ai envie de dire, commune, où ok, on démarre d'un point A, on arrive à un point B avec des projets ambitieux portés par tout le monde, explicatifs, où on ne se retrouve pas avec une gare comme ça imposée à 1 demi-milliard d'euros qui vient de nulle part en fait. Ça n'a pas été expliqué pourquoi, ce n'est même pas, on va dire, proportionné au nombre de passagers, de nafteurs. Donc c'est un peu du n'importe quoi. Donc oui, c'est un projet ambitieux, mais là ça n'a pas les bases, en tout cas, d'un projet porteur, en tout cas pour mais ce qui est marrant, c'est que je disais le joujou d'Elio Di Rupo, forcément il a été Premier ministre, il a été bourgmestre de Mons, on sait combien il aime sa ville, donc forcément ce projet a été associé à son image. Ça me fait penser, peut-être que tu es plus jeune que moi, donc peut-être que tu t'en souviens pas, de François Mitterrand, ça te dit quelque chose quand même. Quand même, Mitterrand, oui.
Et donc Mitterrand avait à l'époque fait un certain nombre de gestes spectaculaires à Paris. Rappelle-toi, il y a quand même la pyramide du Louvre, il y a un endroit que moi j'adore, c'est la bibliothèque François Mitterrand, d'ailleurs, qui porte son nom, qui est une bibliothèque gigantesque. C'est vrai qu'on peut se dire au départ, des investissements comme ceux-là, c'est un peu, si pas inutile, mais ça a positionné Paris. Et je pense que dans le cas de certains socialistes, légitimement d'ailleurs chez nous, ils devaient se dire, nous aussi on veut... Il y a eu cette ambition, d'accord. Voilà, avoir cette ambition et marquer. Donc ça monte, c'est pour ça que je disais, il y a quelque chose de contrasté à ce sujet-là, c'est que là on voit que quand certains osent, alors ça coûte une blinde, je l'ai dit, mais tout de suite on dit ouais mais quand même c'est un peu pour son image, etc. Donc nous-mêmes on est parfois un peu contrastés par rapport à ça. Et d'ailleurs peut-être pour terminer, parce que pour terminer par une note qui est positive, tu sais que Bardouever maintenant se bat pas mal pour un projet qui s'appelle le télescope Einstein. Alors la Belgique pourra accueillir, c'est un investissement quand même conséquent de 2 milliards d'euros, mais surtout donc qui pourrait se situer dans la région liégeoise et les Fourrons. Donc en plus, bénédiction, ce sera dans les deux grandes communautés linguistiques du pays, donc alléluia. Mais surtout, ça pourrait générer, c'est un peu le modèle du CERN à Genève, c'est que ça peut générer en fait beaucoup de recherches et beaucoup peut-être d'investissements en retour, c'est-à-dire des projets qui pourraient être ambitieux. Donc là, voilà, terminons peut-être en saluant, bon là, c'est Doever qui, pour le moment, fait le forcing pour ça, mais peut-être qu'on va y arriver quand même à avoir un projet ambitieux, non ? Oui, c'est un projet effectivement très ambitieux. Après, moi, ce qui m'est revenu, et ça nous mènerait sans doute à un prochain podcast dans les semaines à venir, mais c'est par rapport à cette ambition de creuser dans nos sous-sols en Wallonie singulièrement. Drill, baby, drill. Oui, mais en fait, c'est même une obligation européenne d'au moins explorer, de savoir, de connaître. Qu'est-ce qu'il y a dans les sous-sols par rapport, on sait bien, à la concurrence chinoise qui peut créer des monopoles et vous dire du jour au lendemain, les métaux rares, les minerais rares, c'est terminé. Donc il y a cette ambition au niveau européen de produire 10% de ces fameux matériaux critiques, dont les terres rares font partie. Et c'est un positionnement politique de premier plan. Georges-Louis Boucher en a fait une de ses priorités. On sait que les engagés aussi veulent bouger au niveau wallon. Et pourquoi le lien avec ce télescope Einstein, c'est qu'il ne faut pas d'interférence avec ces fameux, avec des outils qui nécessiteront une précision redoutable, et donc pas d'interférence sismique. Donc là, c'est toute une région qui est assez riche en certains minerais, qui ne pourra pas être exploitée. Mais donc tout ça. Sans mauvais jeu de mots, une ambition pourrait télescoper l'autre. Oui, exactement. Donc voilà. Après, ça ne remet pas en cause l'ambition du projet, mais il faudra faire des choix. Et on voit que ces deux projets ambitieux, oui, il faudra effectivement... Le télescope et donc même les ambitions chahutent les autres qui arrivent. Donc on y arrivera. Ceci dit, c'est une bonne idée. Peut-être qu'on pourrait ensemble parler de drill, baby drill en Wallonie. Ça fera référence au passé, un passé prestigieux et peut-être à l'avenir. Je propose qu'on en parle peut-être la semaine prochaine. Baptiste Lambert, merci beaucoup. Nous voilà au terme de ce combat francophone et on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, Olivier. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.